À l'automne 2024, les responsables ukrainiens et occidentaux ont donné l'alerte. Plus de 10 000 troupes nord-coréennes étaient arrivées en Russie. Ce nombre seul suffisait à susciter de sérieuses préoccupations. 10 000 soldats nord-coréens, connus pour leur discipline et leur volonté de suivre les ordres, quel qu'en soit le coût, étaient maintenant prêts à rejoindre l'effort de guerre de la Russie. Mais le véritable cauchemar était que ces 10 000 n'étaient que le commencement. Des rapports avertissèrent d'une possibilité effrayante. 100 000 soldats nord-coréens pourraient bientôt inonder le champ de bataille. Imaginez simplement, vague après vague de soldats, implacables, obéissants et prêts à se battre. Une armée de cette taille ne se contenterait pas de renforcer la Russie, elle changerait la donne. Leur moment est enfin arrivé. Leur première expérience de l'action réelle. Sauf qu'ils n'ont pas semé la peur, ils n'ont pas écrasé les positions ukrainiennes, ils n'ont pas changé le cours de la guerre. Non, ces soi-disant renforts n'ont réussi qu'une chose, et une seule chose. Ils ont tué leurs propres compatriotes russes, ceux-là même qu'ils devaient aider. Voici comment le grand début de la Corée du Nord, dans la guerre russo-ukrainienne, s'est transformé en dernière humiliation pour la Russie. Cet incident gênant s'est produit dans l'oblast de Koursk, une région de l'ouest de la Russie. Cet emplacement n'est pas surprenant, car les troupes nord-coréennes ont été envoyées en Russie principalement pour reprendre cette région. En août dernier, les forces ukrainiennes ont surpris le monde avec une offensive à travers la frontière, capturant près de 500 miles carrés de territoire russe et lançant une contre-attaque en septembre. Fin novembre, les Russes ont récupéré près de 40% du territoire perdu. Les soldats nord-coréens auraient initialement aidé les Russes autrement qu'en combattant. Initialement, les Nord-Coréens avaient des rôles de soutien, permettant aux forces russes d'aller sur le front. Ils creusaient des tranchées, bâtissaient des fortifications et effectuaient les tâches de base que les troupes russes épuisées n'avaient plus assez d'hommes pour accomplir. Ce n'était pas glamour, mais cela servait un but. Alors que les combats s'intensifiaient à Koursk, les Nord-Coréens ont finalement été envoyés au combat, révélant la raison du délai de cette décision. Le 14 décembre 2024, le renseignement de la défense ukrainien, Glavnoye Razvedovatel Noye Upravleni, a signalé qu'un groupe de soldats nord-coréens a tiré sur les véhicules d'une unité combattant avec les forces russes, selon son site web et sa chaîne Telegram. C'est exact, ils ont ouvert le feu. Il ne s'agissait pas de quelques tirs isolés. Cette erreur épique a laissé 8 soldats d'un mort. Mais ça s'améliore ou empire selon l'interlocuteur. Les soldats malheureux n'étaient pas de simples fantassins russes. Il ne s'agissait pas de conscrits ordinaires, mais des membres des bataillons Akhmat, parmi les troupes les plus loyales et redoutées de l'armée russe. Les Kadyrovites, combattants brutaux et efficaces de l'arsenal russe, sont bien connus dans le conflit en Ukraine. Ils sont actifs depuis les tout premiers jours de la guerre, et leur réputation les précède. Officiellement appelés au 141e régiment motorisé spécial, les forces spéciales Akhmat sont atypiques. Composés surtout de volontaires non tchétchènes de toute la Russie, ils sont fidèles à un seul homme, Kadyrov, le président tchétchène. Kadyrov est fidèle à Vladimir Poutine, président de la Russie. En fait, il est l'un de ses alliés les plus zélés. Sous le contrôle de Kadyrov, cette armée privée a été déployée dans divers points chauds des guerres de la Russie, de la Syrie à l'Ukraine. Ces troupes sont craintes pour leur impitoyabilité au combat et leur méthode brutale envers les civils en Tchétchénie pour maintenir le contrôle. Les accusations d'abus des droits de l'homme les suivent comme une ombre. La torture, les exécutions extrajudiciaires et les enlèvements sont fréquents sous leur contrôle. Avant l'invasion de l'Ukraine, Kadyrov dirigeait environ 19 000 combattants sans merci. En Ukraine, ils ont occupé les rôles les plus dangereux et brutaux, souvent chargés d'exécuter les déserteurs ou de mener les opérations les plus violentes. Leur déploiement aux lignes de front de Koursk faisait partie d'un effort plus vaste pour repousser les Ukrainiens. Ces hommes ont été envoyés comme symbole de la détermination de la Russie, pas seulement pour se battre. Ils étaient présents pour défendre la ligne dans une des zones les plus disputées, montrant que les forces de Kadyrov préserveraient coûte que coûte la position russe. Malgré leur terrifiante réputation et leur brutalité intransigeante, ils n'ont pas été tués par les forces ukrainiennes. Ils n'ont été ni capturés ni pris en embuscade par l'ennemi. Non, 8 de ces combattants endurcis ont été éliminés par leurs propres alliés. Après de nombreuses pertes et années passées à défendre la Russie, les redoutables Kadyrovites sont tombés victimes d'une grosse erreur. Oups. Ils ont été tués par des soldats nord-coréens incapables de distinguer un ami d'un ennemi. Quelle cruelle ironie. Un groupe de combattants redoutables, connus pour écraser quiconque se dressait sur leur route, a été décimé par des soldats mal entraînés censés être leurs alliés. Mais comment cela a-t-il même pu se produire ? Selon le Glavnoye Razvedovatel Noye Upravleni, la situation a tourné au désastre pour une raison simple et catastrophique. Une barrière linguistique, vous avez bien entendu.
Le genre de choses à laquelle vous ne pensez pas jusqu'à ce que vous soyez coincé dans une zone de guerre, luttant pour votre survie, et vos camarades ne comprennent rien à vos cris. Bien que le Glavnoye, Raz Vedovate Noye Upravleni, ait toujours su que la barrière linguistique serait un problème, une bombe à retardement est peut-être plus précise. Les responsables russes espéraient réaliser un miracle en intégrant directement les troupes nord-coréennes dans leur rang, croyant que les choses se passeraient bien d'une manière ou d'une autre. Ils avaient donné à leurs nouveaux alliés un cours intensif en termes militaires, leur enseignant une centaine de phrases clés comme retour à votre position, feu et lancement. Il semble cependant que ce dictionnaire de fortune n'ait pas couvert la phrase « ne tirez pas sur vos propres gars ». C'est drôle comment les bases sont toujours laissées de côté. Cependant, pour être juste, les soldats nord-coréens ne comprenaient même pas les commandes de base qui leur étaient données. N'oubliez pas qu'il s'agit de situations de vie ou de mort. C'est pourquoi Lee Sang-kwan, un législateur sud-coréen, a qualifié la barrière linguistique entre les Russes et les Nord-Coréens de plus qu'un inconvénient. C'était et demeure un véritable cauchemar. L'incapacité des Nord-Coréens à comprendre les instructions de base était un désastre imminent. Sans surprise, cela s'est finalement produit, bien que tardivement. Après tout, les Nord-Coréens auraient vu le combat en Ukraine dès novembre 2024. Les soldats ont été déployés pour assister le corps des Marines et les forces aéroportées lors de l'explosion de Kurskal. Malgré leur incompétence manifeste, c'est presque miraculeux qu'aucune catastrophe ne soit survenue immédiatement. Eh bien, rien que nous sachions, Joseph S. Bermudez Jr., expert en défense nord-coréenne au Centre d'études stratégiques et internationales, n'est pas surpris par ces développements. Il l'a dit clairement. Mener des opérations de combat avec une force alliée qui ne parle pas la même langue pose de vrais problèmes, qu'aucun glossaire militaire ne peut résoudre. Il est impossible d'envoyer au combat deux armées sans point commun, surtout lorsque la barrière linguistique n'est qu'un des nombreux problèmes affligeant cette alliance dysfonctionnelle. Cette union était vouée à l'échec dès le départ. L'audio intercepté d'octobre 2024 donne une image assez chaotique du partenariat russo-nord-coréen dès le départ. Dans un échange révélé, un soldat russe critique sans détour les dirigeants, déplorant leur manque de vision quant à la gestion des nouvelles recrues nord-coréennes. Pire, il devait en se débrouiller avec un interprète pour 30 soldats. La configuration idéale pour toute opération, encore moins une guerre. L'audio divulgué, rempli de frustrations grossières, capture l'essence de combien cette alliance était désorganisée et mal préparée dès le début. Mais étant donné avec qui nous travaillons, il n'est pas étonnant que l'intégration des troupes nord-coréennes dans les forces russes ait été rien de moins qu'un désastre. D'un côté, vous avez des soldats russes déjà épuisés par la guerre, fatigués, démoralisés et pas exactement ravis à l'idée de partager leur rang avec de nouveaux camarades. La fin pourrait être liée au racisme qui règne dans l'armée russe. Selon Bermudez, l'armée russe a un niveau significatif de racisme, malgré la grande diversité ethnique du pays. Ce mépris culturel était flagrant dès le début, quand les soldats nord-coréens étaient appelés les Chinois, dans l'audio divulgué dont nous venons de discuter. Se tromper sur la nationalité de quelqu'un n'est pas le meilleur moyen de débuter une alliance, n'est-ce pas? D'un autre côté, pensez à qui les Russes accueillaient dans leur rang déjà pathétique. Des soldats inexpérimentés avec une formation et des compétences de combat médiocres. Et évidemment, les soldats n'ont pas été présentés de cette façon aux Russes. Les premiers rapports parlaient de soldats d'élite du Storm Corps nord-coréen, choisis personnellement par le leader suprême du pays, Kim Jong-un lui-même. Le Storm Corps est l'unité d'élite des forces spéciales nord-coréennes. Ils sont entraînés à infiltrer, saboter des infrastructures et assassiner. Ces soldats sont rigoureusement entraînés pour résister à des niveaux élevés de douleurs physiques et de tortures psychologiques, ce qui les rend redoutables lors d'opérations spécialisées. En théorie, ils surpasseront les autres, prêts à relever tous les défis avec résilience. Malgré l'envoi de quelques soldats du corps de tempête en Russie, ils ne représentent qu'une part minime des troupes nord-coréennes impliquées. Selon un transfuge nord-coréen, même cette fraction ne contient probablement pas les meilleurs membres du corps de tempête. Vous vous demandez peut-être si les forces spéciales ne sont pas censées être les meilleures par définition. Le corps de tempête, bien qu'étant l'élite de la Corée du Nord, n'est pas un petit groupe soudé comme les Navy Seals américains ou le Special Air Service britannique. Au contraire, le corps de tempête est une unité massive comptant entre 40 et 80 000 soldats. C'est loin des quelques commandos surentraînés, attendus d'un groupe typique de forces spéciales. Bien que mieux formés que la plupart de l'armée nord-coréenne, ils ne peuvent être comparés aux forces ultra-élites d'autres pays. Ils n'aident pas que la plupart des forces déployées en Russie souhaitent être des unités militaires nord-coréennes régulières, comme indiqué. Malgré leur loyauté et endoctrinement, ces unités manquent d'expérience au combat. Pour le dire sans détour, envoyer ces soldats au front de la guerre russo-ukrainienne revient à les envoyer à l'abattoir.
Comment se fait-il qu'une armée d'1 300 000 soldats en service actif manque cruellement d'expérience au combat? La dernière fois que des forces nord-coréennes majeures ont participé à une guerre remonte à plus de 70 ans. Plus précisément la guerre de Corée. Depuis, leurs engagements à l'étranger ont été rares, espacés et surtout dans des rôles de conseil ou non-combat. Des troupes nord-coréennes ont été envoyées au Vietnam pendant la guerre, mais seulement quelques dizaines ont participé au combat direct. Ils ont aussi joué des rôles mineurs dans la guerre du Yom Kippour et soutenu le gouvernement syrien durant sa guerre civile. Malgré leur importance, ces engagements restaient délimités en ampleur et en portée. Les chiffres vous diront à quel point. La Corée du Nord a déployé moins de 100 soldats au Vietnam, 1500 en Égypte, et seulement une poignée en Syrie et en Ouganda. Comparez cela aux plus de 10 000 soldats actuellement déployés en Russie pour constater le décalage. C'est pourquoi des experts comme Mark Kantian, du Centre d'études stratégiques et internationales, ont décrit l'armée nord-coréenne comme étant complètement endoctrinée, mais avec une faible préparation. Les troupes envoyées en Russie, même celles du corps de tempête, n'ont pas eu le genre d'expérience de combat réel, pratique, qui est vital sur un champ de bataille moderne. Ce manque d'expérience, surtout lorsqu'il est confronté aux soldats aguerris de l'Ukraine, rend clair pourquoi les pertes parmi ces forces nord-coréennes sont censées être brutales, et pourquoi tuer leurs propres alliés n'est sûrement pas la dernière erreur qu'ils feront lors de ce déploiement malheureux. Selon certains experts, le manque d'expérience de combat de ces troupes est compensé par leur formation. Décomposons cette affirmation. Le célèbre corps de tempête a peut-être une formation décente, car ces soldats sont soumis à des exercices intenses d'endurance physique et psychologique. Ils sont entraînés à endurer douleur, faim et torture mentale lors d'exercices qui briseraient la plupart des gens. Cependant, aucun de ces éléments ne se traduit par une efficacité au combat contre les forces modernes. L'endurance ne gagne pas les batailles lorsque des drones et des missiles survolent la tête. Le corps de tempête, fierté de la Corée du Nord, ne serait que de la chair à canon face aux forces aguerries de l'Ukraine. Et puis il y a la réalité pour la plupart des soldats nord-coréens, les réguliers. Ces gars sont très inexpérimentés. Conscrits à 17 ans, ils servent 10 ans, mais pas avec une formation militaire de haut niveau. Il s'agit plus d'endoctrinement et de robustesse physique que de véritable préparation au combat. De nombreux soldats consacrent plus de temps à l'agriculture et aux travaux manuels qu'à l'entraînement au combat. Passons maintenant en revue les tentatives de la Russie pour résoudre ce problème. Ils ont tenté de les former, tout simplement. Les bases militaires russes, dans l'est de la Russie, d'Ussurisk à Khabarovsk-Kraï, sont devenues les terrains d'entraînement. Des soldats russes ont passé des semaines à former des Nord-Coréens sur les systèmes russes et le champ de bataille ukrainien. Soyons réalistes, même la meilleure formation ne peut compenser un manque d'années d'expérience. Les Nord-Coréens font face à un environnement et des tactiques qui leur sont inconnus. Ils peuvent apprendre les bases, mais cela suffira-t-il pour survivre au combat contre des ennemis aguerris et technologiquement avancés? Mais le véritable problème est que l'armée russe elle-même n'est pas capable de fournir une formation appropriée. Le Kremlin envoie ses troupes sur le front, avec à peine assez de temps pour s'entraîner, et ces mêmes recrues ont autant de mal que les Nord-Coréens. Dans un tel chaos, les soldats nord-coréens seront dépassés, quelle que soit leur formation. Ils sont peut-être meilleurs que le soldat russe moyen, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont une chance sur le champ de bataille. D'autant plus s'ils peinent aussi à manier les armes qui leur ont été fournies. Le renseignement militaire ukrainien rapporte que les soldats nord-coréens, près de la frontière ukrainienne, ont été armés d'armes d'infanterie standard, de fusils d'assaut, de missiles anti-chars et de lance-grenades. Cela semble bien équipé sur le papier, mais il y a un hic. Ils n'ont pas été formés pour les utiliser correctement. Pyongyang a adopté de nombreux systèmes d'armes soviétiques. Il y a donc une certaine familiarité, mais cela ne suffit pas. Ces soldats ne s'étaient pas engagés pour un champ de bataille high-tech et n'étaient pas préparés à un tel scénario. En plus de leur équipement standard, les troupes nord-coréennes ont reçu des technologies avancées comme la vision nocturne et l'imagerie thermique. Ces outils peuvent renverser le cours d'une bataille entre les bonnes mains, mais ce ne sont pas les bonnes mains. Les soldats nord-coréens ne sont pas formés avec ce genre d'équipement. Ils ne passent pas leur temps à apprendre à utiliser des drones ou du matériel militaire de haute technologie. Leur formation à domicile ne les a pas préparés aux systèmes complexes. Leur formation en Russie aurait pu les familiariser avec ces armes avancées, mais pas de les maîtriser complètement. Dans une guerre où chaque seconde compte et où la technologie règne, c'est une faille fatale. C'est aussi pourquoi à Koursk, les troupes nord-coréennes seraient couvertes par des drones vol en immersion au lieu d'être celles qui les opèrent. Et ce n'est qu'une partie des problèmes de la Corée du Nord en Russie. Comme prévu, ces troupes, déjà sous le point de fer d'un régime brutal, sont au bas de la hiérarchie militaire russe. Ils sont essentiellement de la chair à canon, des atouts jetables dans les tentatives de Moscou pour renforcer son effort de guerre. La Russie les exploite comme boucliers humains pour masquer ses pertes. Des rapports quotidiens de Koursk suggèrent que ces troupes subissent de lourdes pertes.
Le 1er décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a admis des pertes nord-coréennes. Malgré les tentatives de la Russie de dissimuler l'ampleur de ces pertes, il est difficile de cacher la triste réalité. Zelensky a même affirmé que la Russie va jusqu'à brûler les corps des soldats nord-coréens décédés, dans le but de dissimuler l'ampleur des dégâts. Il a dit qu'il brûlait à leur visage pour les rendre méconnaissables. Les soldats nord-coréens en Russie sont traités avec un mépris total, même dans la mort. Au moins 200 d'entre eux ont été confirmés morts avant le 14 décembre. Mais soyons francs, Poutine s'en moque. Il se fiche que les soldats meurent par le feu ennemi ou par le feu ami tant qu'ils servent leur but. Pour lui, les troupes nord-coréennes ne sont que des pions jetables dans un jeu géopolitique plus vaste. Ils sont là pour absorber les pertes, détourner l'attention des pertes russes et fournir un renfort temporaire à la main-d'œuvre dont la Russie a désespérément besoin. Pour lui, leurs morts ne sont qu'un faible coup dans sa quête d'objectifs militaires. C'est pourquoi les Nord-Coréens continuent de mourir à Kursk. En fait, les pertes s'accumulent chaque jour. Le 17 décembre, les forces ukrainiennes auraient tué 50 soldats nord-coréens à Kursk en seulement 3 jours, avec 47 autres blessés. Pourtant, cela a peu fait pour ralentir l'offensive russe. La 94e brigade, séparée de la Corée du Nord, déployée dans la région, continue d'être reconstituée malgré de lourdes pertes. Leur mort, bien que tragique, semble être une issue inévitable de cette sombre alliance. Et pour les hommes de Corée du Nord qui continuent de se battre à Kursk, leur chance de survie diminue de jour en jour. Peut-être que le meurtre de soldats russes n'était pas accidentel finalement, en gardant cela à l'esprit. Peut-être était-ce un message. Si nous tombons, vous tombez aussi. Voyez-vous cela comme un scénario potentiel? Ou les Nord-Coréens sont-ils simplement aussi incompétents? Exprimez-vous dans les commentaires ci-dessous.